Bonjour, bienvenue dans le podcast « L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens ». Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 44, Entourloupe milanaise. Le retour au calme dans l'Empire, après la crise gothique des années 90, ne va pas durer bien longtemps. Car l'Empire romain tardif ne serait pas vraiment l'Empire romain si une bonne vieille usurpation ne venait redistribuer les cartes de temps en temps. Et en 383, inévitablement, a-t-on envie de dire, une nouvelle guerre civile se déclenche à l'ouest. L'année même suivant la paix entre Théodose et les Goths. Décidément, à l'ouest, il y a toujours quelque chose de nouveau. Le gouverneur militaire de la province de Bretagne, un homme qui ne manque pas de confiance en lui et qu'on appelle, et ce n'est pas une blague, Magnus Maximus. Un vrai nom qui claque, c'est sûr. Bref, Magnus décide de se rebeller contre l'empereur Gratien et vient défier les forces de l'empereur, la Spata à la main. Et cette nouvelle usurpation va lancer une réaction en chaîne de déstabilisation dont les effets vont s'avérer catastrophiques pour l'Empire et leurs officiers francs. Mais avant d'en arriver là, c'est d'autres disputes encore plus graves qui secouent l'Ouest, comme nous allons commencer à le voir dans ce nouvel épisode. On ne sait pas énormément de choses sur Magnus Maximus, ce comte militaire d'origine espagnole, comme l'empereur Théodose. Sinon qu'il a servi sous les ordres du père de l'actuel empereur d'Orient dans les années 60, qu'il est devenu un général distingué en luttant contre les Saxons et les Pictes, et qu'il a été promu finalement comte de Bretagne, c'est-à-dire général en chef des troupes de l'île. Mais, en 383, l'homme décide de se rebeller et débarque autour des Bouches-du-Rhin avec ses légions, rallie les troupes du nord de la Gaule et fonce vers le sud pour affronter l'empereur Gratien sur le champ de bataille. Difficile de connaître les raisons profondes derrière cette rébellion. Les maigres sources dont on dispose mettent ça sur le compte du favoritisme de Gratien envers sa garde personnelle de mercenaires barbares du peuple des Alains. Un favoritisme qui aurait énervé les légions. Bon, peut-être. L'anecdote reflète probablement son désintérêt notoire pour l'armée et son manque d'ascendance sur les officiers généraux qui n'a pas dû arranger sa popularité. Pas plus que sa politique religieuse progressivement intransigeante en faveur des chrétiens nicéens, ce qui lui crée pas mal d'ennemis aussi, dans l'aristocratie de l'Ouest. Ou peut-être que simplement, Magnus Maximus s'est dit que le trône était à prendre et qu'avec le soutien probable du fils de son ami Théodose à l'Est, un coup d'État était jouable. En tout état de cause, à l'été 383, lorsque Magnus arrive aux abords de Lutèce, il est à la tête d'une armée assez puissante pour affronter celle que Gratien a rassemblée pour l'arrêter. Et après 5 jours d'engagement et d'escarmouches, quelque part en région parisienne, la bataille générale s'engage, mais va vite tourner court pour Gratien. Car une large partie de sa cavalerie, des contingents morts d'Afrique du Nord, le trahit pour rejoindre le camp de Magnus au beau milieu du combat. Une désertion catastrophique qui donne le signal de la débandade de toute son armée, comme pour ses dignitaires qui abandonnent d'un coup leur empereur. Une seule victoire pour l'usurpateur et tout l'empire de l'Ouest s'effondre et tombe dans l'escarcelle de Magnus Maximus. Un rebelle qui, un peu comme son lointain prédécesseur Magnence, décide de ne laisser aucune occasion à son ancien patron de se refaire. Le 25 août 383, autour de la ville de Lyon, les tueurs de Magnus rattrapent Gratien et l'exécutent sur place. L'empereur Gratien est mort, donc
Vive l'empereur Magnus Maximus? C'est sans doute le mot d'ordre en Gaule, fin 383. Le nouvel empereur rallie l'armée et la plupart des notables de l'Ouest qui se mettent à son service selon le bon vieux principe de réalité. Et si les sources manquent en la matière, pour la plupart des historiens, il semble bien que notre consul de 383, Mérobo, ait fait preuve lui aussi de pragmatisme. Ingrat ou non, notre franc se rallie apparemment au nouvel empereur dans le cas où il ne l'a pas carrément soutenu dans son coup d'État, vu que la désertion au cœur de la bataille cache sans doute le ralliement préalable d'une bonne partie de l'armée à la cause du comte de Bretagne rebelle. Objection, votre honneur. Si tu t'en prends à Mérobo, mon chouchou, je vais quand même essayer de le défendre. Parce que la vérité, entre guillemets, ou tout du moins les faits, c'est que le franc a toujours eu pour priorité le bien-être de l'Empire, sans trop s'inquiéter des ordres ou des avis de Gratien. Que ce soit l'élévation de Valentinien II pour garder le calme des armées en Pannonie, ou le traînage de pied pour envoyer des troupes à Valence contre les Goths, le gars a toujours gardé le même cap, safety first, la sécurité et la stabilité de l'Ouest avant tout. Alors si Gratien n'est ni populaire ni efficace en 383, et que les armées de l'Ouest choisissent l'usurpateur Magnus Maximus, un vrai militaire de talent, capable d'assurer en tant qu'empereur de l'Ouest, est-ce vraiment la faute de Mérobo? Et est-ce que Mérobo n'a pas une ou deux bonnes raisons de se rallier à lui? Franchement, je trouve qu'il a au moins les circonstances atténuantes. N'aurait-on pas fait de même à sa place? Quoi qu'il en soit, c'est une réussite spectaculaire de Magnus Maximus, qui se proclame tranquillement empereur à l'Ouest. L'ex-comès de Bretagne installe sa capitale à Trèves à l'automne et se met à considérer ses propres options, une fois le problème gratien réglé. Alors, se lancer dans une grande guerre de conquête contre les deux autres empereurs, à savoir le petit frère Valentinien II à Milan et surtout l'ex-général Théodose à Constantinople, semble compliqué. Ça fait beaucoup d'autres légions à vaincre et beaucoup de territoires à faire traverser à son armée pour aller écraser les deux autres. Son propre empire de l'Ouest n'est encore ni bien stable, ni totalement protégé contre les voisins alamans à la frontière notamment. Donc, remettre tout en jeu avec une guerre civile géante, rarement gagnée dans le passé par les troupes occidentales, et tout ça pour se retrouver dans le meilleur des scénarios, à la tête d'un empire que tout le monde sait ingérable par un seul homme? Non merci, doit se dire Magnus. D'où la décision du nouvel empereur de jouer la carte diplomatique habituelle. Magnus propose le compromis raisonnable à Théodose, à savoir un partage équitable de l'Empire romain en deux parties égales, comme au bon vieux temps de Valence et de Valentinien Ier. Quant au petit Valentinien II, qui a envie de se compliquer la vie pour ce gamin de 12 ans franchement? Magnus Maximus propose naturellement de le prendre sous sa garde, comme l'a fait Gratien en son temps, et de s'occuper de son éducation, chez lui, à Trèves. Alors, on ne sait pas trop ce que pense le préadolescent Valentinien II de ce plan de paix qu'il exclut carrément du pouvoir. Mais une autre personne puissante ne va pas du tout acheter ce projet. Et cette personne, c'est évidemment l'impératrice, la belle Justine. Ex-épouse de Magnence, veuve de Valentinien Ier et mère de Valentinien II, qui, de sa capitale de Milan, refuse absolument ce plan. Tu m'étonnes. Il ne faut pas être bien malin pour se dire que Magnus Maximus ne va pas s'embêter trop longtemps avec Valentinien II, qui ne sert à rien, qui n'est pas de sa famille et qui ne représente même pas un otage utile vis-à-vis de Théodose. En plus, Magnus Maximus a déjà un fils pour lui succéder, et il n'a pas montré spécialement de grandeur d'âme avec Gratien. Honnêtement, pourquoi garderait-il en vie un concurrent potentiel? Le gosse, il n'aura même pas mis les pieds 2 secondes à Trèves qu'il va finir malencontreusement écrasé par un char ou emporté par une vilaine quinte de tout. Oui, je suis avec Justine sur ce coup-là. Ça pue l'entourloupe, cette proposition. Justine s'inquiète d'autant plus que Théodose peut très bien marcher dans ce plan. Non seulement il n'a pas d'attache particulière avec Valentinien II, mais en plus, il a carrément d'autres chats et d'autres barbares à fouetter à l'est avec ses Goths et son reste d'empire en convalescence depuis Andrinople en 378. L'impératrice sait donc qu'elle va devoir jouer un coup brillant pour se sortir de ce guêpier alors que Magnus Maximus dispose d'une énorme armée en Gaule et qu'il prend position pour envahir l'Italie.
histoire d'obtenir immédiatement par la force la reconnaissance sur tout l'Ouest, qu'il tente d'arracher à Théodose par la négociation. Justine se décide donc de ruser pour sauver la peau de son fils et la sienne, alors que les négociations sont en cours entre les deux hommes forts et peuvent se conclure sur son dos. L'impératrice envoie donc proactivement sa propre ambassade, début 384, sous la direction de l'évêque de la ville, un certain Ambroise, pour amadouer Magnus Maximus. Ce qui est un sacré coup de génie quand même, parce que Justine et Ambroise se détestent cordialement à la base. Les deux personnages les plus considérables de Milan en 384 appartiennent aux deux branches opposées du christianisme. Ambroise est un fervent défenseur de l'orthodoxie chrétienne qu'on appelle nicéenne, alors que Justine, elle, est dans la minorité hérétique dite arienne ou homéenne plus précisément. Mais apparemment, Justine sait mettre son orgueil de côté pour convaincre Ambroise d'accepter cette mission de paix que l'évêque ne peut refuser. C'est un plan véritablement brillant, car l'évêque de Milan a une autorité spirituelle telle dans la chrétienté, notamment sur l'empereur breton, lui-même fervent chrétien nicéen, qu'on sera obligé de prendre le temps de le recevoir et de l'écouter au lieu de foncer vers l'Italie. Ce qui constitue l'essence même du plan en fait. Gagner du temps pour permettre à Justine de mettre l'Italie en état de repousser l'ennemi. Car pendant que Ambroise occupe Magnus Maximus avec du blabla diplomatique autour de Trêves, l'impératrice charge son nouveau bras droit militaire, le franc Baoto, de fortifier tous les cols des Alpes et de mettre sur pied une armée de défense. Et oui, le 4e fantastique franc, maître de la milice en 383 en Italie, s'est recasé aux côtés de l'impératrice de Milan et est devenu, de facto, l'homme fort sur place, sans doute avec son fils Arbogast, pendant que le beau-frère Ricomère, lui, est resté tout près de Théodose à Constantinople, et que Mérobo, pour sa part, est passé sous les ordres de Magnus Maximus. Et Baoto va réussir en quelques semaines à mettre l'Italie en ordre de bataille pour bloquer les troupes de Magnus et rendre les cols alpins infranchissables. Quand il découvrira la supercherie, le nouvel empereur de l'Ouest aura beau se plaindre, aura beau dénoncer publiquement et par lettres le fait que Baoto a agi déloyalement en organisant même des attaques de go contre lui en parallèle pour l'occuper, c'est trop tard. Le mal est fait. Magnus Maximus a perdu son avantage tactique et son élan de 383. L'ex-comtesse de Bretagne s'est fait rouler dans la farine par Justine et ses deux acolytes. Et Justine réussit donc un coup de maître, avec Boto en mode automatique, en sauvant, si ce n'est le trône de son fils, au moins sa vie. Enfin presque. Théodose et Magnus Maximus arrivent quand même à un accord en 384. Soit par pragmatisme, parce que Théodose avait trop à faire à l'Est pour chercher à venger Gratien, ou soit que dans le fond, il ne l'aimait finalement pas tant que ça. Alors le deal, c'est que Magnus Maximus pourra garder toute la partie ouest en tant qu'empereur, et lui prend l'ensemble de la partie est. Et on laissera un croupion d'empire, qui s'appelle l'Italie, à Valentinien II. Ok, ce n'est pas super juste. Mais bon, Valentinien II reste quand même en vie, garde le titre d'empereur et dispose d'un territoire. Alors on va dire qu'il ne va pas faire son Calimero. Mais tu reparles de religion à nouveau. Ça a de l'importance dans l'histoire à ce stade ? Et puis, parle-nous de cet Ambroise. Qui est-il vraiment ? Alors oui, ça a de l'importance la religion en cette fin de 4e siècle. Et oui, absolument. Ambroise est un personnage considérable. Déjà, c'est un évêque à la base, ce qui n'est pas rien, comme on l'a expliqué avec Martin de Tours. Mais c'est surtout l'évêque d'une capitale impériale comme Milan, ce qui lui donne d'emblée une position unique. L'histoire d'Ambroise ressemble d'ailleurs étrangement à celle de son homologue de Tours, l'autre grand homme d'église de cette période. Ambroise est né d'un père officier romain, qui a suivi lui aussi une carrière brillante pour finir gouverneur de la région de Milan. À la mort de l'évêque précédent en 374, alors qu'il n'est même pas ecclésiastique et pour tout dire, même pas baptisé, la population de la ville le nomme de force évêque, à l'insu de son plein gré lui aussi. Mais le militaire compétent et bien connecté avec les autorités impériales, qui est Ambroise, va se révéler être un personnage surprenant. Un homme qui prend son rôle au sérieux, très au sérieux. Ambroise vend immédiatement tous ses biens et adopte le style de vie d'un véritable ascète du jour au lendemain,
ce qui lui assure tout de suite une immense popularité. Et plus important encore, celui qu'on a choisi comme un homme raisonnable, expérimenté, capable de négocier calmement avec les autorités pour défendre les Milanais et les aider dans les disputes entre Ariens et Nicéens de la ville, va se révéler par-dessus tout dédié à sa tâche de défenseur de la foi nicéenne, notamment en décidant de n'obéir qu'à sa conscience de chrétien plutôt que de bien s'entendre avec les autorités impériales. En fait, l'aventure d'Ambroise, à la fin du IVe siècle, marque surtout le triomphe du christianisme nicéen sur toutes les autres mouvances religieuses, à commencer par le paganisme. On en a parlé avec Magnence, puis avec Julien l'Apostat. Mais si je me rappelle, le paganisme n'est pas encore mort au IVe siècle, dans l'Empire romain, n'est-ce pas? Même si apparemment, il n'est pas très en forme non plus. Disons que ces deux empereurs, Magnence et Julien, ont bien tenté de revitaliser l'ancienne foi, mais ça n'a marché que très faiblement. Le christianisme est inexorablement en train de prendre le dessus à travers l'Empire, que ce soit au cœur des villes ou à la tête de l'État. Ce qui ne veut pas dire que l'Empire ne compte plus de païens. D'abord, les campagnes restent très peu christianisées en Occident. Et notamment les francs d'Empire sont eux aussi dans ce camp-là pour le coup, comme la majorité de la population de la Gaule du Nord. Et les nobles italiens étrangement sont eux aussi encore très fidèles aux anciennes croyances, à l'inverse de la plèbe urbaine qui, elle, a massivement adopté le christianisme, la religion des pauvres et des humbles. Mais le vent est en train de tourner, notamment dans les grands centres urbains de l'Empire et dans l'entourage des empereurs, où le déclin des vieux cultes semble inexorable. D'ailleurs, depuis la chute de Magnence, le pouvoir se met progressivement à accentuer la pression, publiant édits impériaux sur édits impériaux pour rendre la pratique de ces vieilles religions de plus en plus difficile. On assiste quand même à une des dernières tentatives menées par les aristocrates romains en 384 pour redonner une place aux vieux cultes. Des aristocrates qui se disent qu'avec l'instabilité politique suivant l'usurpation de Magnus, c'est leur chance d'infléchir le jeune et faible Valentinien II à Milan au cours d'un épisode célèbre qu'on connaît sous le nom d'Hôtel de la Victoire. Alors, l'Hôtel de la Victoire était un hôtel établi historiquement par Auguste au sein du Sénat romain, supposé garantir la faveur des dieux dans les guerres de l'Empire. Un objet hautement symbolique pris aux Grecs durant les guerres contre Pyrrhus, qui évidemment, peu après la reprise en main de l'Ouest par Constance II suite à sa victoire sur Magnence en 353, avait été sorti du Sénat et mis au rencard, comme une œuvre impie qu'on ne voulait plus voir. Et c'est cet autel que précisément les dignitaires païens de Rome supplient Valentinien de laisser revenir au Sénat. Un talisman qui servirait de témoignage et de porte-bonheur en manifestant leur fidélité collective au glorieux passé de Rome. Lorsque la pétition est lue devant Valentinien II et sa cour à Milan, son général en chef Baoto est juste à côté de lui. Et Baoto, en bon chef païen et barbare d'empire qu'il est, général de toutes les armées impériales, qui vient de sauver le trône du jeune empereur, pousse de toute son autorité, pour qu'il accorde la pétition évidemment. On pourrait croire que l'affaire est dans le sac, avec un empereur si faible et un entourage si puissamment supporteur de la proposition. Mais il n'en est rien, car une opposition ferme va se manifester. L'évêque de Milan, Ambroise, va s'opposer à la proposition et réussir avec d'autres, grâce à son prestige et à l'autorité que lui confère son contrôle de la foule à Milan, à retourner Valentinien II, qui rejette la pétition finalement. Et donc, bon gros flop pour les païens et petit échec pour Boitotto. En tout cas, ce psychodrame de 384 montre bien que la vieille religion est clairement en train de reculer partout, quelles que soient les opinions des francs d'Empire. Ambroise est le fer de lance de cette tendance, mais c'est un mouvement bien plus large que lui qui s'impose dans l'Empire. D'ailleurs, il n'y a pas que la chute du paganisme qui marque la période, question religion. En fait, c'est déjà le combat d'arrière-garde cette histoire. La vraie lutte de la fin du IVe siècle, c'est plutôt quelle doctrine chrétienne va s'imposer. N'est-il pas ? C'est vrai que la véritable dispute de cette période, c'est plutôt celle de l'arianisme contre le christianisme nicéen, qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt. Une controverse qui déchire l'Empire depuis déjà une 50aine d'années, et qui prend un tour explosif durant cette décennie. Alors, ce balado n'a pas pour vocation d'explorer précisément l'histoire religieuse de la fin de l'Empire romain. Eh bien, merci de la précision, Xavier. Parce qu'un instant, je t'avoue, j'ai eu des doutes.
Mais il y a un minimum à comprendre au vu de l'importance de cette question pour les Francs et les Mérovingiens du 5e siècle, alors essayons brièvement de réexpliquer de quoi il s'agit. L'arianisme est une doctrine développée sans surprise par un certain Arius, un prêtre égyptien du début du IVe siècle. La particularité de ce courant, celle qui va mettre le feu aux poudres d'ailleurs, c'est la question de la nature exacte de Jésus-Christ et de sa relation avec Dieu le Père. Selon Arius, Jésus-Christ était la première création de Dieu, mais n'était donc pas éternel. Un distinguo important qui définit donc Jésus comme d'une nature inférieure à celle de son Père. Une approche en opposition avec la croyance généralement acceptée dans le christianisme, professant que Jésus partageait exactement la même substance divine que Dieu et mettant ainsi le Fils sur un pied d'égalité avec le Père. La position inorthodoxe de la subordination du Fils, défendue par Arius et rapidement adoptée par une petite minorité de chrétiens, a commencé à créer du remous dès l'époque de Constantin le Grand en fait. Et lors d'un fameux concile d'évêques tenu à Nicée en 325, en Asie mineure sous son impulsion, les tenants de l'orthodoxie, considérant Père et Fils comme parfaitement de même nature, vont l'emporter et prendre dorénavant le nom de Nicéens, se positionnant comme les gardiens de la seule doctrine valable du christianisme. Mais sans parvenir toutefois à convaincre les opposants, ni à tuer pour de bon le parti arien, qui va subsister et se maintenir pendant des décennies. Enfin, quand on parle d'arianisme, en cette fin de IVe siècle, on parle surtout de sa forme de compromis, qu'on appelle homéisme. Une tendance qui proclame que si le Fils n'est pas exactement identique au Père, il est quand même semblable. Une formulation un peu ambiguë avec ce mot de semblable, ni parfaitement identique, ni parfaitement différent donc. Une position médiane qui va prendre un certain essor dans l'Empire, notamment sous Constance II, mais qui ne permettra pas de réconciliation pour autant avec les Nicéens, qui défendent, eux, une position pure et dure de parfaite égalité. Heureusement que ce balado n'explore pas les subtilités de la foi au IVe siècle. Sinon, je ne sais pas ce que ce serait. Ce sont probablement les descendants de ces derniers qui débattront du sexe des anges quelques siècles plus tard. Mais bon, j'imagine que c'est important pour les gens de l'époque, vu que les conciles successifs et les édits impériaux qui suivent, avec la bénédiction des empereurs, vont progressivement finir par classer hérétiques tous ceux qui ne sont pas 100% nicéens pur jus. C'est bien ça ? Sauf qu'au IVe siècle, comme au XXIe siècle, ce n'est pas parce que les chefs ont dit quelque chose que tout le monde s'aligne. Et non, les controverses ne s'arrêtent pas avec les décrets impériaux du IVe siècle, appelant à la concorde ou à l'orthodoxie. Le fameux édit de Thessalonique de 380, définissant le christianisme nicéen comme la seule orthodoxie, est un exemple célèbre du durcissement de la position des empereurs, mais un exemple seulement. En fait, ce raidissement du pouvoir autour d'une définition unique du christianisme est un phénomène qui s'étale sur une longue période et qui ne s'impose pas d'un seul coup à travers tout l'Empire. Car dans les années 80, deux groupes très différents mais importants à leur manière sont à noter dans leur attachement féroce à l'arianisme sous sa forme homéenne que rien ne peut fléchir. Et en premier, les Goths. Car oui, aussi étrange que ça puisse sembler, une bonne partie des Goths vivant sur le territoire ou à la marge de l'Empire ont été convertis quelques décennies plus tard par un prêtre goth et grec en même temps, un certain Wulfila, professant la version homéienne du christianisme. Les Goths, intégrant l'Empire suite à la paix de 382 et la bataille d'Andrinople, n'abandonneront ni leurs armes, ni leurs coutumes, et sûrement pas leur religion. Et c'est donc une population massivement homéienne et réfractaire à l'orthodoxie nicéenne qui s'installe dans les Balkans suite à la paix avec Théodose, qui d'ailleurs choisit peut-être de s'engager à fond derrière la forme nicéenne du christianisme par réaction vis-à-vis du groupe ethnique détesté qu'il a dû accepter de laisser entrer dans l'Empire. Et le deuxième groupe important pour notre histoire, ce sont les derniers constantiniens. Eh oui, la grande famille impériale du IVe siècle a flirté avec l'arianisme, et notamment Constance II, totalement acquis à cette tendance. Une tradition familiale qui va naturellement ressortir via la dernière descendante vivante de la famille, c'est-à-dire Justine, la mère de Valentinien II, qui a élevé son fils dans cette même voie. Une tradition impériale donc, mais qui ne va pas suffire à renverser la vapeur en fait, ni en Italie, ni ailleurs. Sans doute d'abord parce que la majorité de la population chrétienne de l'Empire, comme la majorité des évêques sont nicéens.
sans compter les 2 collègues empereurs du moment qui ne veulent absolument plus entendre parler de ce que eux qualifient d'hérésie maintenant. Rien ni personne ne semble plus pouvoir s'opposer au triomphe du christianisme nicéen en cette fin de 4e. Et pas même l'impératrice Justine, qui tente juste en 385 de récupérer quelques bâtiments religieux pour que les ecclésiastiques ariens célèbrent leur office dans la ville de Milan. Un simple plan qui va lamentablement échouer. L'initiative de l'impératrice fait naître une énorme polémique cette année-là, orchestrée par Ambroise lui-même. Pour l'évêque intransigeant de la ville, les églises de Milan, ces églises, sont nicéennes, à 100%. Point final, 0 compromis. Et une nouvelle fois, c'est l'évêque qui va avoir gain de cause. Car Ambroise non seulement s'oppose verbalement à tout transfert de bâtiments, mais surtout rameute la foule de Milan qui repousse les troupes envoyées par l'impératrice pour prendre le contrôle des bâtisses. 3 tentatives de l'impératrice et de ses soldats, 3 échecs cuisants et désastreux pour l'autorité impériale. Le coup de force est raté pour Justine des Valentiniens et se termine par l'abandon complet du plan. Les années 80 marquent vraiment le début de la fin de l'arianisme au sein de l'Empire romain. Enfin presque. Jusqu'au revival du 5e siècle, dont nous reparlerons plus tard. Mais ton histoire nous en raconte autant sur la prise de contrôle des Nicéens sur l'Empire que sur la faiblesse de Valentinien II, non ? Mais si ton Ambroise peut défier l'empereur dans sa capitale sans avoir de problème, c'est tout de même révélateur, non ? Mais bon, et les francs d'Empire alors ? Nos 4 fantastiques, qui sont probablement tous les 4 païens, semblent étrangement loin de tous ces chambardements. Malgré le durcissement des politiques religieuses de leurs patrons respectifs, pour imposer une forme d'orthodoxie chrétienne, on laisse apparemment nos francs tranquilles, avec leurs convictions d'un autre siècle. Leur carrière semble se poursuivre tranquillement pendant les années 80, alors que tout le monde autour d'eux se dispute sur la nature exacte de Jésus-Christ. Plus drôle d'ailleurs, Baoto lui-même reste ami avec la superstar nicéenne des années 80, le fameux Ambroise de Milan, qui ne lui en veut apparemment pas pour ses croyances dépassées. Alors dans le fond, que nos chefs francs aient voulu garder leurs croyances païennes n'est pas vraiment une surprise en fait. Les croyances polythéistes germaniques de leurs ancêtres ont dû être amenées en Gaule et dans le reste de l'Empire lors de leur intégration forcée de la fin du IIIe siècle, comme pendant les phases de recrutement de mercenaires durant les décennies suivantes. Tout porte à croire que les soldats d'origine germanique ont pu facilement trouver une place pour leurs croyances païennes, qu'elles restent intactes ou qu'elles se soient transformées dans le grand melting pot polythéiste romain dès leur arrivée en terre d'Empire. Et puis, pour les officiers francs d'Empire très romanisés, quel que soit leur lien avec les empereurs et les dignitaires du royaume, rester attachés aux vieilles croyances a pu aussi s'avérer être un choix tactique assez malin. Leurs propres troupes gallo-romaines ou germaniques étaient elles-mêmes sans doute majoritairement païennes. Et garder ce lien spirituel avec les hommes qui formaient, dans le fond, la véritable source de leur pouvoir, devait sembler assez naturel. Et puis, il y avait un autre avantage vis-à-vis de leur employeur si on y réfléchit. Leurs croyances païennes de barbares d'empire ont dû finalement plutôt rassurer le pouvoir impérial, majoritairement chrétien, confortés dans leur vision condescendante pour ces hommes et leurs idées religieuses un peu ridicules. En s'affichant résolument barbares et résolument païens, les chefs francs ont montré ostensiblement qu'ils étaient inoffensifs vis-à-vis de l'élite impériale, puisque cette double identité les disqualifiait pour le plus grand des rôles. Inoffensifs donc, mais pour le coup, parfaitement positionnés pour exercer des responsabilités aux côtés des empereurs. Les Francs ont ainsi pu rester très loin des imbroglios sans fin autour de la nature exacte de la Trinité et du même coup, renforcer grâce à cette relative neutralité leur utilité grandissante auprès des empereurs de la fin du IVe siècle. Un autre paramètre du succès insolent des 4 fantastiques et de tous leurs compatriotes qui vivent autour de 380, ce qu'il faut bien appeler leur heure de gloire. Réfléchi ou non, cette stratégie religieuse est bien sentie. Une politique de distanciation prudente qui va marquer un point fondamental de différenciation des Francs du IVe comme du Ve siècle avec les autres grandes forces barbares de l'époque que sont notamment les Goths et qui, eux, ont clairement choisi leur camp. Une politique que les Francs d'Empire
et leurs lointains héritiers semi-libres du nord de la Gaule vont conserver encore pendant un bon siècle et qui va faire d'eux des alliés idéaux pour les Nicéens durant tout le 5e siècle dans leur dispute à mort avec les Ariens ou les Oméiens. Comme quoi, la théorie que les ennemis de mes ennemis sont mes amis ne date pas d'aujourd'hui. Belle neutralité des Francs donc. Enfin, jusqu'à ce que le plus célèbre d'entre eux, un soir de Noël 496 ou 506, décide que finalement, il était temps de se jeter à l'eau, au propre comme au figuré. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.